Bonsoir Gérard Grimbert, Bonsoir. merci d'être avec nous ce soir. Alors on va parler de ce discours de Manuel Valls. D'abord sur la forme, on a vu quelque chose d'assez simple, un pupitre, un public métissé derrière de tous âges, des femmes, des hommes. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Non, mais d'abord, je crois que vous avez vu qu'il a commencé par parler de sa ville. Il voulait d'abord parler d'une population concrète qui était là, dans sa ville, au fond pour déboucher sur son annonce de candidature, partir un peu de la société d'une certaine façon. Alors c'est un discours où il se pose vraiment en rassembleur de la gauche notamment. Est-ce qu'il peut être entendu, est-ce qu'il peut être crédible là-dessus ? C'est tout son pari. Son pari, c'était ou bien je clive et au fond, j'oppose ce que je suis et ce qu'on a fait avec François Hollande à ce que pensent d'autres courants du Parti socialiste ou même plus largement à gauche, ou bien est-ce que tout de suite, d'emblée, je me pose comme quelqu'un qui peut rassembler, et c'est comme ça qu'il s'est présenté, on va rassembler, disant même, au fond, je suis prêt à gommer certaines des choses qui faisaient mon originalité, et j'appelle ceux qui étaient de l'autre côté à en faire autant, et vous vous souvenez qu'il a dit conciliation. Donc il y avait aux deux gauches irréconciliables, on est passé à la réconciliation ou à la conciliation générale. Mais sauf qu'on se souvient aussi du 49-3, de la loi El Khomri, qui a tout de suite été imposée à sa majorité, une partie de sa majorité, les frondeurs notamment. Là, ça va être compliqué d'être entendu là-dessus quand il dit « je veux rassembler la gauche ». Oui, alors d'abord, juste un mot quand même sur la loi El Khomri. Le 49-3, c'est pas qu'il y avait une majorité de socialistes qui était contre, c'est qu'il y avait une minorité qui était contre et qui privait la majorité de pouvoir faire voter cette loi. Le 49-3, après tout, est une des armes normales. Non, mais ça lui donne une image un peu de coup de menton. On a souvent cette image-là avec Manuel Valls, quelqu'un qui impose. Oui, non, mais il faut bien reconnaître qu'il y avait quand même une minorité, je dis bien une minorité au sein du Parti socialiste, qui était prête à vraiment faire le maximum d'opposition pour empêcher cette loi de passer. Donc là, il y avait vraiment un conflit qui était que si on n'utilisait pas, excusez-moi de revenir là, mais si on n'utilisait pas le 49.3, tout simplement cette loi ne passait pas, alors que c'était une minorité des députés socialistes qui voulaient absolument l'empêcher de passer. Alors dans son discours, il veut aussi combattre la droite, l'extrême droite. Là, c'est des messages qui peuvent passer pour rassembler la gauche. Voilà, ça c'est classique, mais c'est classique dans les deux camps, je dirais. On se rassemble face à un ennemi commun, quoi. Voilà, on met la droite comme l'ennemi et on dit, nous, la gauche, nous allons nous rassembler pour battre cette droite. C'est très classique. Là, il n'y a rien de nouveau dans cette posture, dans cette image, au fond, que l'on donne. C'était un peu un discours de politique générale, quelque part, qu'il exprimait en 20 petites minutes. Il a parlé aussi des effets néfastes de la mondialisation. Ça peut paraître étonnant, puisque c'est quelqu'un qu'on classe généralement plutôt à la droite de la gauche. Absolument, vous avez tout à fait raison. Je crois simplement que c'est dans la ligne de ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que Manuel Valls tente, à tort ou à raison, nous le verrons, tente au fond la stratégie du rassemblement. Et pour la stratégie du rassemblement, il faut qu'il tienne un discours qui n'était pas le sien, d'une certaine façon, qui est celui de ceux qui veulent, au fond, alors pas Montebourg, pas la gauche du parti, pas les frondeurs. Mais vous savez que le problème qu'a aujourd'hui Manuel Valls, c'est pas celui-là. Ça, c'est clair. Le débat est clair et les différences sont nettes. C'est plutôt ce que Martine Aubry appelle le cœur du parti. C'est-à-dire cette partie assez importante du parti qui est incarnée effectivement par Martine Aubry, par Christiane Taubira, par Anne Hidalgo, etc. Ce sont des gens, au fond, qui sont pas à la gauche du parti, mais qui sont positionnés de telle façon que malgré tout, leur soutien ou leur non-soutien à Manuel Valls sera évidemment décisif pour cette primaire. D'ailleurs, vous avez vu que Martine Aubry s'est exprimée. Elle n'a pas dit qu'elle ne soutiendrait pas Manuel Valls. Oui. Elle a dit que ça n'allait pas de soi. Donc on voit que le elle travail... attend de voir le discours. Pardon ? Elle attend de voir si le discours est un peu gauchisé, disons. Voilà. Et il a commencé. Il leur a proposé de se rapprocher les uns des autres. Je ne sais pas si ça suffira. Alors, on a maintenant l'affiche de la primaire socialiste. On ne sait pas si tous les candidats sont déclarés. Ils ont jusqu'au 15 décembre. Mais on a quand même les principales têtes d'affiche. Il occupe quelle place là-dedans, Manuel Valls ? Presque tous les autres vont eux-mêmes lui donner sa place. Sa place, c'est deux éléments. Le premier, c'est qu'il porte, au fond... il porte le quinquennat, au fond, voilà. Il en porte la responsabilité. Il est comptable du bilan, ça, quoi qu'il arrive. Il est comptable du bilan du quinquennat. Et ça, c'est là-dessus qu'il sera beaucoup attaqué, bien sûr, surtout par la gauche du parti. Et puis, il porte, alors, l'histoire de Manuel Valls dans le Parti socialiste, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui a été assez longtemps, non pas isolé, mais quand même très minoritaire sur les idées qu'il défendait à l'époque, et qui, quelques-unes d'ailleurs, sont reprises aujourd'hui par Emmanuel Macron, mais en dehors du Parti socialiste. Lui
au fond, fait le pari qu'on peut rester dans le Parti socialiste, au moins tel qu'il est aujourd'hui, et essayer de faire triompher ses idées. Quels sont les points forts là, pour cette campagne interne au Parti socialiste, les points forts de Manuel Valls? Les points forts de Manuel Valls, il y en a trois, je dirais. Le premier, c'est qu'il a l'expérience, il a tenu la boutique quand même. Et on peut reprocher ce qu'on veut à Manuel Valls, mais c'est quand même un homme d'État. Voilà, il a dans une période, rappelons-nous, qui n'est pas très facile à aucun point de vue et très dangereuse. Très dangereuse. Donc voilà, il a tenu la boutique, il a cela. Il peut aussi porter, et alors ça c'est à double tranchant, mais enfin il peut porter et assumer une partie des choses qui ont été faites dans ce quinquennat, hein, et en particulier il sera bien obligé de défendre la loi El Khomri, d'expliquer pourquoi il y a eu cette loi El Khomri. Voilà, ça c'est la. Et puis ça c'est la. Et puis la troisième, je vous disais, c'est plus, au fond, c'est plus lié à la géographie du Parti socialiste, c'est que au fond, entre la gauche du parti, ce qu'on a appelé les frondeurs, et ce qu'il représente lui, il y a au fond un centre du parti qui n'a pas encore choisi parce qu'il n'aime pas beaucoup plus les frondeurs, ou en tout cas certains des frondeurs, que ce qu'il représente lui. Et la bataille, elle est pour le centre, comme souvent dans les batailles politiques. Le centre du Parti socialiste. Exactement. C'est ça, il y a beaucoup d'électeurs volatiles, un peu comme pour la primaire de la droite du coup. Oui, je pense qu'il y en a, et selon que Manuel Valls sera soutenu par ce centre du parti ou pas, les choses seront évidemment un peu différentes, parce qu'il faut bien voir que sa position est doublement compliquée dans le Parti socialiste aujourd'hui. Encore une fois, compliquée par le fait qu'il a porté des idées minoritaires, intéressantes, bon, on peut ne pas être d'accord, mais minoritaires, et puis par le fait que c'est lui qui représente aujourd'hui, avec le départ, la renonciation de François Hollande, c'est lui qui représente, qui assume, qui défend le bilan de François Hollande. Le changement de gouvernement demain, puisque Manuel Valls a confirmé qu'il allait démissionner demain, est-ce que ça va être pas un peu compliqué pour trouver d'abord le bon Premier ministre, et puis ensuite pour lui la tâche sera quand même un peu ingrate, puisqu'il faudra simplement expédier les affaires courantes pendant les 5 mois qui restent? Écoutez, expédier les affaires courantes aujourd'hui, dans la France telle qu'elle est et dans l'Europe telle qu'elle est, ça ne va pas de soi. Je ne sais pas si vous avez vu encore ces informations qu'on a eues sur la possibilité d'attentats en France à la voiture piégée et tout. Les gens sont très inquiets. La police est très inquiète, le ministère de l'Intérieur est très inquiet. Donc ce ne sera pas forcément de tourpeau et pas du tout. Ça va être extrêmement compliqué. Il y a une politique étrangère également très active et c'est également très compliqué. Donc on ne peut pas dire qu'il va se passer rien. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on ne va pas lancer de grandes réformes sur le plan social et économique, comme ça a été fait dans les années précédentes. Oui, ça c'est vrai. Alors on parle de Marisol Touraine, de Michel Sapin, Stéphane Le Foll, c'est les noms qui circulent pour remplacer Manuel Valls au poste de Premier ministre. Lequel serait le bon, selon vous? Ça, j'en sais rien. Je pense que, compte tenu de ce que je viens de vous dire, et de je dirais de l'environnement qui est le nôtre, l'environnement dangereux qui est le nôtre aujourd'hui, je pense que le ministre de l'Intérieur est quand même très bien placé, mais a-t-on besoin de lui pour ça? Bernard Cazeneuve. Est-ce qu'on a besoin de lui d'abord à Matignon ou à l'intérieur pour ça? Sinon, il est assez bien placé, parce que vous savez que dans les Hollandais, c'est très compliqué. Il y a ceux qui étaient plutôt pour Valls, plutôt contre Valls, plutôt neutres. On a l'impression que le président de la République aujourd'hui n'a pas envie de mettre quelqu'un qui soit particulièrement proche de Manuel Valls. Et donc, oui, ça pourrait être Bernard Cazeneuve. Est-ce que ça peut être quelqu'un d'autre? Faut quand même. Il n'y a pas tant de noms que ça en réalité. Et on sera donc demain avec la décision de François Hollande pour la nomination de son nouveau Premier ministre. Merci beaucoup, Gérard Grimbert. Je vous en prie.